Bonjour à tous et bienvenue sur Caro Magic Books. J'espère que vous vous portez tous bien. On est toujours au mois de janvier et je profite encore de la lumière du soleil pour vous tourner cette vidéo sans lumière artificielle. Voilà, on n'est pas encore trop tard dans l'après-midi, donc ça va. Et c'est vrai qu'on a récupéré à temps un petit peu froid, ce qui fait que voilà, on a moins de pluie, un ciel, il fait très froid, mais voilà, un ciel plus bleu et ça fait du bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc toujours pour pour un update lecture parce que j'ai encore plein de lectures en retard, donc j'essaie de rattraper. Alors, je voulais vous montrer ma lecture du moment qui est, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment. Moi, je suis en train de lire Tu sais qui. Alors, le nom, attention, il va y avoir écorchage de nom, c'est de Jakub Zvamalek. Alors, c'est dans le cadre du meilleur polar aux éditions Point, parce que je suis jurée cette année. Alors, j'ai du retard parce que l'année dernière, les résultats du concours étaient au mois de mars-avril, donc je me suis dit j'ai encore le temps, et en fait la date est tombée, ce serait le 22 janvier. Sauf que moi en plus, depuis on a plus notre facteur, c'est du grand n'importe quoi. La carte bleue de mon mari, par exemple, est arrivée chez les voisins. J'ai un colis qui est reparti chez Book on Demand. Ils m'ont dit, bah, vos coordonnées sont bonnes. Bah oui, c'est les mêmes que d'habitude. Donc le colis est reparti, comme quoi ils n'avaient pas trouvé l'adresse. Bon, c'est une catastrophe. J'ai même été faire une réclamation sur Internet parce qu'il y en a marre. Ça fait plusieurs fois que ça arrive. Moi, j'attends des livres. Mes livres, les 3 derniers livres du prix du Juret, je les ai pas reçus. Enfin, je les ai reçus parce que voilà, la personne qui s'en occupe me les a renvoyés. Je les ai reçus très rapidement d'ailleurs quand elle les a renvoyés. Et je leur remercie. Mais alors, je sais pas où est passé le premier paquet. Si ça se trouve, il aura été renvoyé aussi. J'en sais rien. Enfin, c'est pénible, surtout qu'on avait un super facteur avant. Donc là, voilà. Et j'ai rigolé parce que quand j'ai été porter une réclamation sur Internet, c'était noté que notre secteur n'avait pas été desservi hier parce qu'il y avait eu un problème au tri ou à la distribution, je ne sais pas quoi. J'ai dit, oh là, tout va bien, tout va bien. Aujourd'hui, j'avais un courrier, donc je suppose qu'ils ont retrouvé le chemin de notre boîte aux lettres, mais je ne sais même pas si on a toujours le même facteur. Voilà, donc problème. Et puis voilà, j'attendais aussi un autre colis que j'ai pas reçu, donc j'ai été remboursée. Voilà, des livres comme ça. Et là, j'attends 2 livres de la part de la masse critique Babelio. Alors, il y en a un, c'est tout récent, donc c'est pas tant que je l'ai pas encore reçu. L'autre, ça doit dater des vacances quand même. Alors, je m'inquiète. Alors, des fois, ils sont pas très en avance, hein, mais je m'inquiète un petit peu. J'espère qu'il n'est pas arrivé ailleurs ou qu'il n'est pas reparti non plus. Parce que là, ça va être le bazar. Donc voilà, aussi pour vous dire que du coup, je vais être beaucoup, fin janvier, je vais être beaucoup dans les prix du polar. Et je vous ferai, je pense, du coup, l'update lecture de février. Parce que là, je suis encore en train, je vais vous faire un update lecture sur des livres que j'ai lus en décembre encore. Donc si j'ai pas trop de retard, je pense que ce sera en février que je vous ferai voilà, je vous reparlerai un peu de mes lectures de polar. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que encore plus cette année, je trouve, c'est qu'on a vraiment des nationalités différentes. L'année dernière, on avait des Français, Américains, on a eu un Croate, ça c'était super, de voir comment ils écrivent leur polar, quel est leur style. Là, j'ai lu, il y a un Américain, il y a des Français, là c'est un Polonais, qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi un Italien, je crois, on a aussi. Enfin, je trouve ça super, quoi. J'aime bien qu'il y ait un petit peu de mélange comme ça, de voir un peu comment est le polar dans les autres pays, mais si c'est qu'un bref aperçu. Voilà, donc ça c'était la petite aparté. Et puis, ou le petit aparté, je ne sais jamais si c'est au masculin ou féminin. Je suis en train de lire aussi en ce moment les carnets de l'apothicaire. On peut voir. Oh, c'est emprunté en médiathèque, c'est de Itsuki Nanao et de Neko Courage. Donc c'est un manga, c'est aux éditions Suspense, aux éditions Kiun. J'en avais beaucoup entendu parler, donc j'ai demandé à les avoir à la médiathèque. J'ai lu que les 2 premiers tomes pour le moment. Ils sont très bien. On va suivre une jeune femme qui est issue voilà, cette très jeune fille qui est issue du peuple, qui en fait travaillait avec un apothicaire, donc elle a beaucoup de connaissances en ce qui concerne les plantes. Et elle va être enlevée pour être revendue dans la cité impériale japonaise et être au service des multiples concubines de l'empereur. Du coup, on sent déjà que ça va être un univers de complot, de jalousie, de femmes qui ne se font pas de cadeaux entre elles, de savoir qui va mettre au monde la première l'héritier. Voilà, je pense qu'on va aller vraiment vers quelque chose d'un peu
complexe. Là, pour l'instant, ça va encore pour les 2 premiers tomes, puisqu'on découvre en même temps que c'est, Mao Mao. On découvre en même temps, qu'elle la vie dans cette cité impériale. Tout comme on va découvrir sa vie à elle aussi, puisqu'elle vivait dans le quartier des prostituées, en fait, même si elle n'en était pas une. Voilà, donc elle sait plein de petites choses, comment guérir les femmes, elle aussi connaît en bébé, puisqu'il y avait beaucoup de prostituées qui tombaient enceintes aussi. Donc c'est vraiment super. J'aime beaucoup pour le moment. Je crois qu'il y a le 12e ou le 13e vient de sortir. Donc voilà, j'aime beaucoup. J'essaie de lire un graphique par semaine, mais là je vous avoue qu'avec le prix du polar, j'espère quand même que je vais réussir voilà, à continuer sur ma lancée. Pour continuer dans les graphiques, j'ai lu, pareil emprunté en médiathèque, Fang. J'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux. Alors c'est Fang, chasseuse de démons de Joe Kelly et Nico Henrichon. C'est aux éditions Les Humanoïdes Associés. Vous avez cette gentille petite renarde, vous voyez ce qui l'entoure à côté, ce sont des monstres. Voilà, elle n'est pas si faible et gentille que ça. On est dans un univers où vivent des humains, des animaux qui parlent comme elle, mais où vivent surtout des démons. Et donc elle est chasseuse de démons. Alors il faut savoir que le dessinateur, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, c'est assez violent, hein. Le dessinateur a aussi collaboré sur les Métabarons. Alors les Métabarons, si je me souviens bien, c'est Jodorowsky. Je les ai lus il y a très longtemps. C'est une BD adulte très violente, hein. C'est-à-dire qu'on suit ce qu'on appelle des métabarons, une sorte de guerriers, et ils ont tout un rituel, ils sont de père en fils, donc on remonte dans le passé, voilà, on remonte à l'aïeul, le trisaïeul, voilà, et comment ils sont devenus métabarons jusqu'au dernier métabaron. Ensuite il a écrit une suite, mais j'ai pas lu la suite. C'était une très belle BD, mais très violente, très dure, parce que notamment un des rites de passage des métabarons, c'est qu'ils doivent s'auto-mutiler en quelque sorte. Donc bon, ils prennent pas simplement un couteau et ils se coupent une main, c'est plus complexe que ça, mais voilà, il y avait de la mutilation, donc c'est très 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 violent. Donc je dis, comme c'est le même dessinateur, on va pas être dans le monde des bisounours. Vous voyez déjà la première planche, le regard de Fang. Donc elle arrive dans un petit village, et ce petit village est tenté par des démons. Il y a une femme qui... En fait, les hommes et les animaux qui parlent, qui ont voilà, des traits anthropomorphes, vivent avec les hommes. Et une biche vient la voir, une maman biche, un peu bizarre dit comme ça, vient la voir pour lui demander, vous voyez un peu les démons, pour lui dire qu'elle pense que son fils est hanté. Donc voilà, on va voir Fang aussi, comment elle se bat, et on va en apprendre un petit peu plus sur elle aussi, puisque c'est un personnage un peu mystérieux et qui semble hanté. En tout cas, c'était un très bon premier tome, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il est sorti que en 2023, donc généralement c'est une BD par an, donc on aura la suite ultérieurement. Mais à suivre, mais par contre je vous dis voilà, hein, c'est pas pour les enfants, ne vous fiez pas à cette jolie petite renarde, c'est quand même assez violent. Ensuite, j'ai lu énormément de SFFF et beaucoup de services presse par NetGalley, hein, qui est une plateforme qui vous propose des services presse en numérique. Genre, on avait demandé pas mal, du coup, en décembre, j'en ai eu beaucoup à lire. C'est pareil, je me suis dit, j'en ai demandé trop, mais bon, j'ai réussi à tout lire, donc ça va. Donc là, on va rester entre le policier et le fantastique, avec la suite des maudits qui s'appelle Les Déchus de Tarn Richardson aux éditions Sonatine. Le 3e sort cette année, normalement c'est une trilogie, ça s'arrête là. Je suis très contente. Ça se passe durant la Première Guerre mondiale. En plus, ça m'a fait sourire parce que la première partie se déroule notamment entre Arras et Fampou. Fampou, qui est une ville, à moins que vous soyez du coin, mais vous n'en avez certainement jamais entendu parler. Voilà, c'est une toute petite ville où j'ai vécu un an, et ça m'a fait rire qu'il y ait une grosse partie de l'action qui se situe là-bas. Alors évidemment, ça a complètement changé, c'est pendant la Première Guerre mondiale, il y a plein de choses qui ont été démolies, mais voilà. C'était vraiment sympa de retrouver la ville de Fampou dans un récit. Apparemment, Tarn Richardson, il vit à Londres, mais il passe pas mal de temps en France, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas jusqu'à quel point il maîtrise la langue, parce qu'il m'a déjà mis des petits commentaires en français. Donc je me dis peut-être qu'il a une certaine maîtrise de la langue française. Donc voilà, c'est super. Et voilà, j'attends avec impatience le tome 3. J'espère qu'ils le mettront en service presse numérique aussi. Donc en premier, il va y avoir plusieurs temporalités. On va être donc en 1914 sur le front d'Arras, au niveau des attaques entre Allemands et Anglais. On va surtout suivre des soldats anglais, un officier anglais en particulier.
Et une nuit, en fait, voilà, les Allemands sont dans leurs tranchées, les Anglais sont dans les leurs. Et les Anglais entendent des cris épouvantables du côté allemand. Et le lendemain, quand ils vont voir, c'est un charnier. Donc tout de suite, voilà, nous on le sait, il va être question de lycanthropie. Donc voilà, donc on sait qu'ils ont été attaqués par des loups-garous, eux ne le savent pas. Dans le même temps, on va suivre un jeune prêtre qui va être attaqué lui aussi par un loup-garou. On va suivre d'autres prêtres apparemment qui préparent quelque chose, une espèce de complot, on ne sait pas trop où ils veulent en venir. Et on va avoir cette temporalité où on va suivre Tacite, Poldek, je me souviens, Tacite Poldek, qui de son enfance jusqu'à son rôle d'inquisiteur. C'est lui qui va enquêter sur les attaques de ces loups-garous, la mort de ce prêtre. On va lui adjoindre aussi une jeune religieuse, mais qui est là aussi pour le surveiller parce que l'Église se demande s'il n'a pas retourné un peu sa veste, Tacite, s'il n'est pas devenu plus proche des démons qu'il combattait qu'inquisiteur, sachant que l'Inquisition, à cette époque-là, n'est plus censée exister. Donc, voilà, elle fait tout en sous-main, discrètement, mais on retrouve la même Inquisition très sympathique du Moyen-Âge, c'est-à-dire qu'il n'hésite pas à torturer, à tuer à tout va sans essayer de comprendre, voilà, qui n'a aucune tolérance, et Tacite fait partie de ça. On va voir ce qui l'a conduit à devenir cet inquisiteur et surtout à devenir cet homme qui est démoli, qui ne pense qu'à boire, alors qui est très fort, hein, qui a des réflexes de combattant incroyables, qui a des armes aussi, mais voilà, qu'est-ce qui l'a amené à être cet homme déchu? Donc c'était vraiment intéressant. On apprend aussi comment ces humains sont devenus des loups-garous. On va suivre toujours cet officier anglais, mais aussi une autre jeune femme. Voilà, c'était très prenant, c'était bien fichu parce que c'est vrai que ça peut vite être casse-gueule de mélanger histoire et loup-garou. Là, j'ai trouvé que ça se mariait super bien, que c'était vraiment bien fait. On en apprend sur l'histoire de la Première Guerre mondiale et sur l'horreur que ça a été, tout en, tout en ayant cette part fantastique assez importante. Puis aussi, voilà, de voir l'enfance de Tacite. J'aime beaucoup quand il y a une double ou triple temporalité dans les romans. Je trouve ça encore plus prenant parce qu'on a envie de connaître les passages qui ont amené à cette situation. Donc c'est vraiment très addictif. Et c'est tout ce complot. Alors c'est pareil, il y en a une partie qui se passe au Vatican, donc on voit un peu tous les prêtres, tout ce qu'ils complotent par derrière, parce que le pape est un peu mourant. Par qui il va être remplacé, qu'est-ce qui va se passer, que fait l'Inquisition, on surveille un tel, on surveille un autre, enfin, c'est vraiment, voilà, on est vraiment au cœur aussi du Vatican et c'est loin d'être pour le coup très catholique, mais voilà, c'est très bien. Et là, on est dans, alors moi, le premier, pour moi, il y avait une fin, ça se terminait. Mais j'ai vu après qu'il y avait une suite, donc on retrouve les personnages du premier, donc j'étais super contente. Donc les Dishes, vous avez toujours cette image de hop, voilà, des prêtres très importants. Vous voyez, l'église n'est pas super bien représentée. On voit les feux, on voit une main qui appelle au secours. Et on va aller encore plus profondément. Alors, on va peut-être laisser la partie historique un peu de côté, mais on va aller encore plus profondément dans les secrets de l'église et dans ce qui lui fait le plus peur, en fait. Et Tacite et ses amis vont se retrouver aussi mêlés à tout ça. Et voilà, il y a une prophétie aussi. C'est vrai que dans le premier, on se dit ça concerne Tacite. Dans le deuxième, bah, peut-être pas, ça concerne peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, il y a plein de mystères comme ça. On continue les complots au sein du Vatican. Bon, ça reste assez quand même à la limite de l'horreur, puisqu'il y a des crimes, il y a encore des loups-garous. Voilà, ça peut être assez sanguinolent par moment. Mais vraiment, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce second tome et j'ai hâte de clore cette trilogie pour voir comment ça va se terminer. Alors, après, j'étais plus dans du fantastique. J'ai lu La Passe Miroir de Christelle Dabos, le tome 1, Les fiancés de l'hiver chez Gallimard Jeunesse. C'était dans le cadre du Cold Winter Challenge. C'était une lecture commune qui était organisée. Là, j'ai réussi à lire le deuxième et encore le 3 et le 4. Je suis pas sûre que je vais arriver à les lire avant la fin du Cold Winter Challenge, mais tant pis. Ça faisait des années que je voulais lire cette série. Donc je me suis dit, bah, c'est une LC, il faut en profiter. Bon, en même temps, ça va pas faire diminuer ma palle puisque ce sont des livres de la médiathèque aussi. Donc bon, en même temps, je me suis dit, je vais pas les racheter, ça sert à rien. On les a tous les quatre. Pour l'instant, j'aime beaucoup. C'est vrai que on pourrait presque croire à du young adulte, mais vraiment pour le coup pour les jeunes. Mais après avoir lu le deuxième tome, non, je dirais que c'est pas young non plus. C'est young adulte plus, on va dire, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses aussi.
En fait, on va suivre Ophélie, qui est donc une passe-miroir, c'est-à-dire qu'elle est capable de passer d'un miroir à un autre pour se rendre dans un autre lieu, tout simplement. Alors, ça peut être un exercice un peu compliqué. Elle en a déjà d'ailleurs fait les frais, ce qui lui a laissé une certaine maladresse. Ophélie, c'est un personnage qui est assez anticonformiste, qu'on trouve peu dans les romans. Surtout les romans comme ça de fantasy où il va y avoir un mariage arrangé. C'est-à-dire qu'elle se cache sous des nippes mal débraillées, elle a les cheveux toujours en pétard, des grosses lunettes, on voit à peine son visage. Et elle, tout ce qui l'intéresse, c'est s'occuper d'un musée d'objets parce qu'elle a ce don. En fait, il y a plusieurs familles dans ce monde. Et le don de sa famille, ce sont des animaux, c'est-à-dire que quand ils touchent un objet, ils sont capables de faire des choses très différentes. Par exemple, elle peut retrouver l'histoire de cet objet. Donc, par le même biais, trouver l'histoire de ses différents propriétaires. Voilà, donc elle a ce double don et elle voudrait mener une vie peinard, pépère. Elle fait partie de l'aristocratie en quelque sorte de ces familles. Et chaque grande famille a un chef de famille qui est là depuis des centaines d'années, qui sont immortels, mais bon, qui sont un petit peu, à force d'être là, ils n'ont plus vraiment de sentiments humains, ils sont un petit peu à part, ils font peur même. Et Ophélie va être envoyée dans le royaume. Alors, si, je vais essayer de retrouver. Euh, à la Citaciel, alors qui pour le coup est un monde très froid, très polaire, contrairement à son monde à elle. Et elle est fiancée à la Sorne, qui fait partie du clan des dragons, puisqu'à la Citaciel, elle va se rendre compte qu'il y a plusieurs clans. Donc l'univers de Christelle Dabosse est quand même assez développé. Il l'est encore plus dans le second. On découvre ces différents clans. Alors déjà les différentes familles, les différents clans qui constituent la Citaciel. Vous voyez, la Citaciel, c'est ça, c'est quelque chose qui se balade comme ça dans le ciel, qui est presque à l'envers. Et en fait, la particularité des gens, de ses habitants, c'est l'illusion. Donc par exemple, si c'est un pays très très froid, et bien, ils vont créer un faux soleil, un ciel bleu. Ils vont créer des pièces magnifiques, des vêtements magnifiques. Mais si leur don s'arrête, vous voyez que les pièces sont complètement décrépites, que les jardins sont laissés en friche et qu'il n'y a pas de fleurs ni rien. Alors que voilà, l'illusion fait tout est illusoire chez eux. Et c'est horrible quelque part parce que quand Ophélie découvre par moments, quand ces illusions prennent fin, c'est moche, quoi, c'est moche. Et elle fait donc la rencontre de son futur fiancé qui s'appelle Sorn, qui pour le coup est pas du tout sympathique. Alors c'est vrai qu'on n'est pas vraiment pas dans le classique romantasy, où on se dit il va se passer quelque chose entre les héros, un peu comme dans Jennifer et l'Armentrou par exemple. On se dit il va se passer quelque chose entre les héros, ma fiançaille arrangée, mais là on se pose des questions franchement parce que lui, dans le premier tome, il m'est apparu complètement antipathique. C'est-à-dire, il est grand, il a des cicatrices, il est froid comme la mort. On a l'impression qu'il n'y a aucun sentiment qui le touche. Et on se dit, mais la pauvre Ophélie, qu'est-ce qu'elle va faire là-dedans? Elle est envoyée avec sa tante à la Citaciel. Et elle se retrouve donc chez la tante de Sorn, mais dans un monde mais peuplé de gens qui ne pensent qu'à une chose, c'est plaire au grand chef de famille qui s'appelle Farouk. Voilà, c'est un monde, voilà, c'est la cour, c'est Versailles sous Louis XIV, c'est-à-dire celui qui allait plaire le plus au roi, et c'est plein de complots, c'est plein de, voilà, on se fait des croche-pieds, on démolit l'autre au possible, c'est vraiment une ambiance très très particulière. Et on se dit, mais la pauvre Ophélie qui a toujours vécu enfermée avec ses objets, qu'est-ce qu'elle va devenir là-dedans? Et en fait, j'ai adoré ce personnage parce que sous ses airs comme ça, un peu... je suis une potiche, pas très jolie en plus, et qui a pas l'air très fut-fut, et bien elle va se montrer très courageuse, très persévérante, et j'ai admiré sa façon de prendre sur elle. Il y a un moment, mais moi, j'aurais sauté à la gorge de la personne qui m'aurait fait ça, quoi. Et elle reste impassible. Alors, par moment, j'avais envie de la secouer. Et en même temps, je me dis, oui, mais non, c'est elle qui a raison. Il faut rester impassible. Il ne faut pas montrer, en fait, ce qu'on ressent. Et pour ça, elle excelle. Hein. Enfin, elle a l'air d'une petite chose toute fragile et sans consistance et qui peut être balayée d'un simple coup de vent. Mais elle va se révéler beaucoup plus résistante que ça. Elle va réussir quand même à rester en vie, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, donc on a plein de secrets, on a un début qui est assez particulier où on parle d'un dieu, on se demande ce que ça vient faire là-dedans et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus quand je vous chroniquerai le second tome, mais pour l'instant j'aime beaucoup. Alors ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai vu beaucoup de gens qui m'ont dit sur Instagram qu'ils n'avaient pas aimé et notamment j'ai lu ou entendu des gens qui m'ont dit
qu'il n'avait pas compris la fin. Pour l'instant, jusqu'au deuxième, c'est clair. Mais à suivre, à voir si c'est toujours aussi clair par la suite. Pour rester dans la fantaisie, alors j'ai lu aussi La malédiction des eaux d'argent en service presse de Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Et là, j'avoue, pour le coup, ça a été une déception. Alors, vous voyez, je vous montre la version brochée collector. Moi, je l'ai eu en service et heureusement, je suis contente de ne pas avoir dépensé de l'argent dedans parce que... Mais même après l'avoir lu, je l'ai vu en librairie, je me dis, qu'est-ce qu'il est beau quand même. Je me dis, t'es bête, je dis, c'est... T'as pas aimé. Et c'est pour ça, je trouve que c'est... Je vais essayer de mettre un peu le frein à ça. Et je suis pas la seule à dire ça parce que c'est bien tous ces superbes livres, mais on a l'impression qu'il y a une surenchère. Toutes les maisons d'édition s'y mettent, pardon. Et voilà, il y a une surenchère des livres, du jaspage et tout. Mais au bout d'un moment, je trouve que c'est un peu au détriment de l'histoire. On s'intéresse moins à l'histoire. On achète plus le livre parce qu'il est beau qu'autre chose. Alors attention, hein, je vous dis ça, il y en a un qui me fait de l'œil, enfin deux qui me font de l'œil et je pense que je vais craquer. Je ne sais pas encore, je vais voir, j'attends. Avec un peu de chance, il sera plus vendu. Je serai obligée d'acheter la version brochée, toute simple, que je trouverai d'occasion, ce qui sera pas plus mal. Mais voilà, je suis quand même tentée. Mais je me dis, voilà, ça devient une surenchère et c'est pas bon non plus pour nos porte-monnaies en plus. Quand vous voyez le livre dont on a beaucoup parlé, Babel, c'est R.F. Kuang, je crois, qui est aussi sorti chez De Saxus. Alors c'est vrai qu'il est magnifique, il se met dans une boîte, mais je crois qu'il atteignait les 34 euros passés, enfin près de 35 euros si je me souviens bien, parce qu'entre-temps il y a eu une hausse du prix du papier. Parce que ceux qui l'ont précommandé l'ont eu à moins de 30 euros, mais quand il est sorti, il avait pris 5 euros, ce que je trouve quand même énorme. Je trouve que c'est un peu abusé quand même. Et puis ça devient une surenchère. Et vous voyez par exemple chez De Saxus, vous avez des différences. Moi par exemple, le livre que j'ai repéré, il est à 27 euros avec du jaspage. Enfin j'arrondis. Il y en a d'autres, ce sont des suites. Il n'y a pas de jaspage, ils sont à près de 30 euros. Donc je me dis, bon, voilà, il y a un petit peu d'abus. Au départ, voilà, ils étaient à 25, les brochets classiques étaient à 19, 20 euros. Et les livres en hardback, alors il n'y a peut-être pas encore de jaspage dessus, ils étaient à 25 euros. Là, ça devient du 30 euros et je veux dire, la situation économique ne s'arrange pas pour beaucoup de monde, je pense. Donc, ça devient un budget. Alors, c'est vrai que moi, c'est un de mes rares plaisirs aussi. Je ne dépense pas dans beaucoup de choses, mais bon, je vais expliquer, j'ai eu plein de malheurs avec ma voiture, donc c'est pas trop le moment. Mais voilà, quoi, je trouve que ça devient un petit peu, voilà, un petit peu trop. Mais bon, ça, c'était la parenthèse, la parenthèse prix du livre. Donc, celui-ci, pour vous dire que j'étais bien contente de ne pas, malgré sa beauté, de ne pas, voilà, ne pas l'avoir acheté. C'est dommage parce qu'il avait tout pour me plaire puisque c'est une réécriture moderne, enfin c'est pas une réécriture, il emprunte des références au Chevalier de la Table Ronde, au roi Arthur, et vous savez que moi je suis une grande fan voilà, des légendes arthuriennes. Là on va suivre une jeune fille, en fait on la suit au tout début, elle est avec son frère et son mentor, et son mentor et son frère ont des pouvoirs magiques qu'elle n'a pas, donc elle se sent un peu minable. Et leurs missions dans la vie sont plusieurs mages comme ça, on va le savoir après, à chercher des artefacts magiques. Et elle voilà, vit très mal de ne pas avoir de pouvoir, elle se sent exclue, elle se sent une moins que rien, voilà, les autres se moquent d'elle. Et puis au début, en fait, leur mentor va les abandonner, alors que ce sont des orphelins en plus, donc ils sont assez jeunes, ce sont quand même des pré-ados, des ados je pense, mais voilà, donc on va les retrouver des années plus tard. On voit qu'elle a très mal vécu cet abandon, qu'elle ne le comprend pas. Et puis, on va la mettre... Donc, elle essaie de comprendre où a pu aller son mentor. Donc, petit à petit, elle va se retrouver sur les traces de son mentor, mais avec aussi des gens qui sont aussi intéressés par son mentor, parce qu'il aurait peut-être trouvé quelque chose de, voilà, de très important. On rejoint là les mythes arthuriens. Voilà, donc je ne veux pas trop quand même vous spoiler. Donc, je ne vais pas trop en dire. Bon, voilà, j'avoue que j'ai pas accroché, je pense, plus que ça à l'écriture de l'auteur. Alors, ce qui m'embête, parce que j'ai acheté L'or de la même autrice que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore lu. Et j'avais vu des retours assez mitigés aussi sur ce roman, donc on verra bien. Et il y a des trucs qui m'ont un peu saoulée, notamment au niveau de la légende arthurienne. Il y a un moment, elle crée des relations avec des personnages, mais on a l'impression que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Pourquoi pas, hein, c'est ce qui est bien dans les réécritures, c'est qu'on se réapproprie les choses et voilà, on les remet à, l'auteur les remet à sa sauce et ça apporte un plus, ça apporte voilà, quelque chose de différent et moi j'adore ça. Mais là ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et notamment les relations entre Arthur et Mordred, j'aime pas ce qu'elle en a fait parce que je trouve que ça casse tout le côté justement tragique de cette histoire.
de la fin du roi Arthur. Voilà, j'ai pas trop aimé non plus ce parti pris. Mais malgré tout, la fin se termine avec un plot twist qui vous donne évidemment envie d'en savoir davantage. Alors je ne sais pas, clairement je ne vais pas l'acheter. S'il est en SP numérique, je le demanderai, mais c'est pas sûr parce qu'ils mettent pas forcément les suites sur NetGalley. Après, l'acheter même en brochet, ça m'embête un petit peu. Alors je me dis, s'il sort en poche, pourquoi pas l'acheter en poche. Mais bon, d'ici là, je pense que j'aurais oublié plein de choses aussi. Donc je ne sais pas trop ce que je vais faire avec cette série. J'attends, mais c'est clair que j'ai pas envie. Voilà, j'ai envie de savoir la suite. En plus, je sais pas si ça va être une duologie, une trilogie ou voire plus. Donc, à voir. Ensuite, toujours pour rester dans le fantastique, j'en ai pas oublié. Je vous dis là, tout est sur ma liseuse, donc on n'a pas mis les bouts. Voilà, j'ai continué avec les Maudits de Firewood de Amandine Peter aux éditions Explora. La couverture est superbe, je trouve, en plus. Elle est vraiment magnifique. Là, pour le coup, c'est vrai que j'aurais aimé avoir le livre entre les mains, mais bon. Amandine Peter, j'ai les Nébuleuses. Alors, je ne sais plus dans quel ordre il faut les lire. Il doit y avoir 2 ou 3 romans. Il doit y avoir le premier, il doit y avoir un préquel, je ne sais plus. Et j'ai pas encore eu l'occasion de les lire, donc c'était l'occasion de découvrir la plume de cet auteur. Et j'avoue que c'était assez prenant. Puisqu'on est dans un Londres du 19e siècle et les elfes vivent avec les hommes, mais pour le coup, ils essaient vraiment de s'intégrer complètement dans la société humaine et de laisser un peu leur côté faé ou ouais, fée ou faé de côté. Bon, on voit quand même qu'ils ont des oreilles pointues, mais par exemple, l'héroïne, en plus c'est assez dur parce que l'héroïne, on sent, bah, ça ne concerne pas que les fées, d'ailleurs, surtout à cette époque-là, elle a des, comment, elle a des visions, elle a un pouvoir et en fait elle le cache parce qu'elle sait que sinon on pourrait l'enfermer. Vous savez, un peu comme on faisait autrefois les femmes qu'on considérait comme hystériques parce qu'elles ne rentraient pas dans le moule, on les enfermait dans des hôpitaux psychiatriques. Voire, j'ai vu dans des films ou lu des choses mais atroces sur certaines femmes, on leur enlevait carrément l'utérus parce qu'on considérait qu'elles étaient hystériques. Enfin, c'était horrible. Et là, on sent un peu que ça va pas jusque-là, hein. Ça reste assez soft. Mais voilà, elle est obligée de se cacher. Et de sa propre famille. Et en fait, dans ce monde, il y a 6 faées qui sont retenues dans un manoir. Et tous les, je sais plus combien, 6, 8 ou 10 ans, il y a un concours qui est organisé. Certains faées sont... Voilà, ils doivent trouver des indices. Et une fois qu'ils ont trouvé cet indice, ils sont invités à se rendre dans ce manoir et ils doivent résoudre une énigme pour pouvoir libérer les 6 failles qui sont enfermés dans ce manoir. Alors pourquoi ils sont enfermés là? On ne sait pas. Voilà, ce sera en plusieurs parties. Je ne sais pas, c'est pareil si ce sera une duologie ou une trilogie, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi ils sont là, on ne sait pas qui ils sont vraiment. Bon, voilà, c'est assez mystérieux. Et donc notre héroïne, donc j'ai oublié le prénom évidemment, sinon c'est pas drôle, va aider son frère à trouver, à résoudre l'énigme, et son frère va partir donc dans ce manoir, sauf qu'il ne va pas en revenir. En fait, il y a très peu de failles qui reviennent de ce manoir, et ceux qui en reviennent sont... Enfin, il y en a qui disparaissent, il y en a qui en reviennent fous, et ceux qui en reviennent, à chaque fois qu'ils essaient d'en parler, les mots se mélangent, ce qu'ils racontent est complètement incompréhensible. Donc notre héroïne, elle, est toujours décidée à retourner dans ce manoir pour retrouver son frère. C'est son frère jumeau, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils sont très proches, même si lui est un peu condescendant envers elle par moment. Mais voilà, donc elle réussit à résoudre cette énigme et elle va se retrouver dans ce fameux manoir. Donc on va faire la connaissance des 6 failles qui sont enfermés dedans. On va faire la connaissance des autres candidats. Voilà, donc c'est un récit un peu comme on retrouve beaucoup avec des épreuves, avec plusieurs candidats. Et on se demande, voilà, à qui peut-elle vraiment faire confiance? Un tel a l'air gentil, une telle a l'air bien sympathique, mais est-ce qu'elle peut vraiment leur faire confiance ou est-ce qu'ils se rapprochent d'elle par intérêt? Voilà, on se pose plein de questions. C'est voilà, c'est un peu comme dans Light Lark et dans La princesse au visage de nuit. Bon, même si c'est un petit peu différent, mais voilà, il y a toujours cette idée d'épreuve à passer. Et de savoir ne faites confiance à personne. En gros, c'est ça. Et malheureusement, l'héroïne fait confiance à des personnes et on la comprend. Je veux dire, c'est normal qu'on ait envie de se rapprocher de certaines personnes. On a besoin de ne pas rester dans son coin. En plus, quelque part, ils sont obligés aussi de faire des alliances pour pouvoir résoudre les énigmes et éviter tous les pièges aussi qui sont dans le manoir. Et ces pièges sont-ils mortels ou pas?
Normalement, ils ne le sont pas, mais voilà, il va se passer des choses assez étranges. Elle va se retrouver, quand elle arrive, on lui a attribué une chambre. Tout le monde dit, mon Dieu, cette chambre-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette chambre? Voilà, on va comprendre pourquoi, quel est le problème avec cette chambre. Ça, c'était super bien fait. Et voilà, donc il y a pas mal de rebondissements, il y a des alliances qui se créent, voilà, il y a plein de mystères. On en apprend voilà, un petit peu plus sur les faits, mais en même temps, il y a d'autres mystères qui se posent. Qu'est devenu son frère? Ça, c'est la grande question dont on n'aura pas la réponse dans le premier tome. Donc voilà, je suivrai voilà, avec vigilance la prochaine sortie Explora. Je pense qu'ils vont les mettre sur NetGalley. Ils avaient arrêté un moment NetGalley, ils ont repris. Donc ça, je suis super contente parce que j'ai un accès illimité chez eux pour leurs nouvelles parutions. Il faudra que je regarde s'ils ont quelque chose en ce moment, s'il y a quelque chose qui est paru. Ce qui est super. Alors c'est vrai, ça reste du numérique, mais voilà, là j'étais vraiment contente de pouvoir plonger. Et puis là, je me lasse pas de cette couverture avec les papillons. Alors les papillons ont une raison d'être là aussi. Elle est vraiment magnifique. Voilà. Et toujours pour rester chez Hop Explora, j'ai lu aussi l'intégrale de Astranter de LP Hurel. Je crois que c'est une femme. Je ne sais pas de bêtises, je ne sais plus. Je suis allée voir son compte Instagram, mais je ne me souviens déjà plus si c'est un homme ou une femme. Bon, bref, peu importe. Alors, ils avaient ressorti le tome 1 et le tome 2. Je ne les avais pas téléchargés en temps parce que vous avez un certain temps pour les télécharger sur NetGalley. Et à savoir aussi qu'après, une fois que vous avez téléchargé le livre, vous avez 55 jours pour le lire parce qu'après, il disparaît de votre... Oui, c'est un peu comme Mission Impossible. Ça s'auto-détruit. Bon, ça ne fait pas exploser votre liseuse, je vous rassure, mais voilà, vous ne retrouvez pas, et je vous jure, vous ne retrouvez pas le fichier. Ça, c'est un truc incroyable. Je ne sais pas comment ils font. J'ai un peu ça aussi au niveau du boulot quand j'organise la fête du court-métrage. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger les courts-métrages, mais quand la fête du court-métrage est passée, foot, vous avez beau la mettre sur une clé USB, un disque dur, ce que vous voulez, votre ordinateur, ça disparaît, point barre. Donc je ne sais pas comment ils font. Bon, après, c'est de l'informatique, hein, mais voilà. Et là, je m'y étais prise trop tard. Je dis zut. Donc, je vais envoyer quand même un petit mail à Explora, demander s'ils ne peuvent pas me le renvoyer en numérique. Et en fait, ils ont ressorti l'intégrale. Donc, du coup, j'ai lu les deux tomes qui se lisent très très bien. C'est ça aussi que j'aime bien, c'est Explora, c'est que voilà, il y a une fluidité dans leurs écrits. Ça se lit vraiment très bien. Il n'y a pas voilà, trop complexe ou prise de tête tout en étant passionnant et prenant. Là, Astranter, on va suivre un monde voilà, qui a subi pas mal de catastrophes. Ils tirent leur pouvoir d'une substance, je crois des étoiles notamment. Et la fille de l'empereur doit épouser, alors grosse surprise, doit épouser un petit noblio qui lui se demande un peu ce qui lui arrive, qui ne se sent pas très à l'aise à l'idée d'aller se retrouver dans la cour impériale et devoir affronter, voilà, il se doute que ça va pas être facile. Il est un peu innocent sur les bords quand même. Sa sœur, par contre, est quelqu'un qui a énormément de caractère. Elle est plus jeune, mais c'est une personne qui est comment dire, pas exubérante, mais qui n'a pas peur, qui fonce. On va la retrouver aussi. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, ce sont les personnages, que ce soit la fille de l'empereur, qui elle est vraiment, je vais dire l'impérateur, je sais pas d'où ça me vient ça, l'impérateur de l'empereur, voilà, qui a du caractère aussi, qui se doute qu'il y a quelque chose de pas très clair derrière toutes ces histoires de voilà d'étoiles, d'explosions, de monde qui a été détruit. Notre héros, il va se retrouver, enfin notre jeune noble, il va se retrouver enlevé par des bandits. En fait, tout va s'inverser. Voilà, sa sœur va se retrouver embarquée aussi dans l'aventure. Donc, ils ne vont pas se rencontrer forcément les personnages qui devaient se rencontrer à la base, mais on va suivre plusieurs personnages. On va suivre une jeune fille qui est un peu mercenaire sur les bords, un peu voleuse criminelle, qui est aussi très sympathique. Voilà, bon, tous les personnages ne sont pas sympathiques, hein, sinon ce serait trop simple. Mais voilà, ces personnages sont quand même assez jeunes, hein, donc vont quand même mettre le doigt là où ça fait mal et résoudre un petit peu, mettre à jour des choses pas très claires au niveau des secrets cachés de l'Empire. Et franchement, ça se lit très bien. Voilà, c'était une intégrale, mais j'ai eu l'impression de lire un one-shot en fait. Donc il y a deux tomes à la base, hein. C'est une intégrale en deux tomes, donc voilà, c'est pas une grosse intégrale non plus. Mais franchement, j'ai lu comme un one-shot, tellement ça se lit bien. C'est très fluide dans l'écriture. Je sais pas si elle a écrit d'autres romans, LP Hurel, il me semble que si. Mais voilà, c'est pareil, c'est une autrice que je pense que je vais... Enfin, il me semble que c'est une autrice. Hein,
J'ai mis un doute, je ne mettrai pas ma main au feu, mais il me semble que je suis allée voir son Instagram et que c'était bien une autrice et pas un auteur, mais il est possible que je me trompe. En tout cas, je suivrai cet auteur parce que je serais curieuse de voir ce qu'elle va nous proposer d'autres ultérieurement. Bah, je crois que j'en ai fini là pour mes... donc j'en ai quand même fait pas mal, mine de rien. Une, deux, 3, 4, 5, 6. Bah 5, 6 c'est bien, je trouve, pour faire un update lecture. Faut pas en faire trop non plus. J'ai encore des livres que j'ai lus en décembre à vous présenter. Je suis en train de réfléchir. Ouais, il y en a qui seront à cheval sur décembre, janvier, sur les prochaines lectures. J'ai essayé de vous faire ça plus régulièrement. Là, c'est vrai que j'essaie d'en faire un tous les 15 jours pour rattraper le retard que j'ai. Parce qu'effectivement, j'avais des livres que j'avais pas au dernier update lecture. Il y avait des livres qui dataient de novembre. Heureusement, je m'en souvenais bien. C'est des livres qui m'avaient marqué. Mais voilà, j'aime pas non plus trop attendre parce qu'il y a des choses qu'on oublie aussi. Et puis après, on passe à d'autres lectures qui sont des fois assez denses et on oublie. Donc voilà, donc j'espère que vous allez bien. Encore merci à tous d'être présents sur la chaîne. N'hésitez pas à voilà, me demander des renseignements en commentaire sur les livres que j'ai pu lire, me dire si vous les avez lus, si vous avez aimé, ce que vous lisez comme d'habitude. J'ai oublié d'ailleurs de vous parler de mes dernières... je suis allée 2 fois au cinéma au mois de décembre, 2 fois. Incroyable mais vrai. Mais c'était avec mes enfants, donc du coup c'était plus simple. Je suis allée voir The Marvels. J'hésitais un peu, mais apparemment c'était autorisé à partir de 8 ans. Donc comme ils en ont 9, on en a profité. Alors on trouve Captain Marvel. J'avais beaucoup aimé le film Captain Marvel. Je pense pas que je le montrerai à mes enfants tout de suite. Celui-ci, voilà, il y avait une adolescente déjà dedans. Donc c'était un peu plus un public jeune. Donc c'est pas celui que j'ai préféré parce que je pense que ça s'adresse à un public un petit peu plus jeune. En plus qui est un petit peu, voilà, c'est The Marvel, donc elles sont 3. Il y a Captain Marvel. Les 2 autres j'ai oublié, mais mes enfants ont retenu les noms. Mais c'est des héroïnes qu'on retrouve dans les feuilletons, enfin dans les séries de Disney+. Et moi j'ai pas Disney+, et je ne veux pas l'avoir. J'ai Amazon Prime, j'arrive déjà pas à regarder tout ce que je veux. Donc je veux pas de chaîne supplémentaire, je ne veux pas de Netflix ni rien. J'aimerais bien, hein, mais je manque de temps, donc c'est pas la peine. Voilà, donc des fois c'est un peu compliqué de raccrocher les wagons parce que je me dis, mais j'en ai loupé entre deux des Marvel. J'ai loupé un Captain Marvel, il y en a un qui est sorti entre temps. Non, non, j'en ai pas loupé entre deux. C'est que voilà, je pense qu'il y a plein de références aux séries de Disney+. C'est un petit peu casse-pied quand vous suivez pas les séries, quoi. Quelque part, ça vous met un peu le couteau sous la gorge. Bon, après, il n'y a rien de très compliqué à suivre, donc voilà, ça se suit très bien. Mes enfants ont beaucoup aimé, voilà. C'est Louis qui a décidé, voilà, ils hésitaient entre Wonka et Marvels. Et je savais que Marvel, ça allait plus être très longtemps au cinéma, donc on est allé voir celui-ci en premier, en me disant qu'on irait voir Wonka un petit peu plus tard. Ils ont adoré tous les deux, il y avait énormément d'action, ça leur a plu. Il y avait un peu d'humour, les créatures ne leur ont pas trop fait peur. Maman, ça fait pas peur. Ok, d'accord, j'ai compris. Et puis, donc on est allé voir Wonka quand même durant la 2e semaine. Donc bah, c'était peut-être en janvier. Non, c'était avant les... Oh, je sais plus. Quand est-ce qu'on est allé voir? On n'a peut-être pas encore passé le premier, bah ça devait être le 31, alors je pense le dimanche. On a trouvé un petit cinéma pas loin de où on était, parce qu'on est allé voir la famille en Bretagne. Il y a un petit cinéma, alors très sympathique, petit cinéma à l'ancienne. La salle était bourrée à craquer d'ailleurs, et qui passe peu de films, et il passait Wonka, donc on est allé voir Wonka. Et c'est, moi j'avais vu Charlie la chocolaterie, j'ai pas lu le roman. Donc Wonka, c'est pas un livre de Roald Dahl, hein, c'est librement inspiré du héros de Charlie de la chocolaterie, où on voit Willy Wonka qui a créé toute une entreprise de chocolaterie et qui glisse des tickets d'or dans ses chocolats. Et les enfants ont le droit, il y a 6 enfants, je crois, je ne sais plus exactement combien, ont le droit de visiter sa chocolaterie. En fait, ils vont passer des épreuves. Ça a dû être tourné par Tim Burton parce qu'il y a Johnny Depp dedans, voilà, qui est en Willy Wonka, qui a fait un Willy Wonka très original, très coloré, très particulier. Et là, c'est la jeunesse de Willy, enfin la jeunesse. C'est son adolescence, enfin quand il est jeune homme, comment il va devenir le fameux Willy Wonka. Il y a un petit côté comédie musicale puisqu'il y a des chansons par moments, il y a un peu de danse. Et à chaque fois, voilà, on est dans une Angleterre, même si le pays n'est peut-être pas cité au début, je ne sais plus. Assez, lui très coloré, hein, voilà, il vient de traverser tous les continents sur un rafio, sur un bateau, et il arrive avec plein d'idées, plein de chocolats de goûts différents. Allez-y avec votre tablette de chocolat parce que vous allez avoir envie de manger du chocolat. Voilà, et c'était très beau, c'était magique. Alors bien sûr, il y a un peu de magie,
Mais voilà, la morale, c'est croyez toujours en vos rêves. Bon, la vie n'est pas aussi simple, malheureusement. Puis là, bon, il y a quelques trucs de magie, il y a des situations qui tournent à l'avantage de Willy Wonka, même s'il a un tas d'épreuves à passer. Mais à un moment, je me dis, mais c'est pas possible. D'une part, comment il va faire pour s'en sortir? D'autre part, comment il fait pour garder le sourire? Donc voilà, c'était vraiment un petit moment en plus, voilà, de poésie, de bonheur, de voilà, faut jamais laisser tomber, faut jamais abandonner et on arrive à réaliser ses rêves. Voilà, parce qu'il tombe dans un Londres très dur quand même, où les autres chocolatiers ne veulent surtout pas de sa concurrence, où il se retrouve avec chez une blanchisseuse qui est super bien jouée c'est Olivia Colman, je crois. C'est un super personnage, détestable à souhait, mais voilà, il se retrouve à signer un contrat qu'il n'aurait jamais dû signer. Voilà, donc il se retrouve embringué dans des trucs pas possibles, mais jamais il ne perd espoir. Et c'est voilà, on voit aussi les Oompa Loompa, vous savez, ces petites créatures vertes avec des cheveux orange. Là, pour le coup, c'est joué par Hugh Grant. C'était vraiment, voilà, il y avait plein de moments de rire, des moments très émouvants aussi. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mieux aimé que The Marvels. Alors, après, c'est pas des films qu'on peut vraiment comparer, c'est pas du tout la même chose, mais vraiment, c'était très beau. C'est vraiment un très beau film, et un très beau film à voir avec ses enfants. Les miens étaient enchantés aussi de l'avoir vu. Et c'est super voilà, j'ai pu faire plaisir aux deux. Ils ont vu les deux films qu'ils voulaient voir. Donc voilà, ils grandissent. Je vais pouvoir aller au cinéma avec eux. Après, ils seront trop grands, ils ne voudront plus aller avec moi. Mais pour l'instant, je vais pouvoir peut-être en profiter un petit peu, regarder ce qui passe au cinéma, ce qui peut, voilà, ce qui peut leur convenir. Enfin, j'aime pas aller, j'avoue que je suis très réticente, je regarde vraiment s'il n'y a pas de choses violentes parce que même si eux ça va pas les traumatiser, moi ça va me traumatiser donc je ne veux pas. Donc voilà, donc c'était la petite parenthèse ciné. Il faudra que je vous parle aussi des dernières séries que j'ai regardées, des films que j'ai regardés. À chaque fois j'oublie. Mais voilà, c'est pour vous faire un petit point cinéma très très rapide. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite de belles aventures livresques. On se retrouve, je pense, pour un book haul, certainement la prochaine fois. Ou peut-être une palle, je ne sais pas trop. On verra bien. Donc je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!